Nous étions enfin arrivés à Lyon. Après des heures de route sous un ciel d'automne gris, nous avons traversé les ruelles pavées du vieux Lyon, admirant l'architecture ancienne et les façades recouvertes de lierre. L'air sentait le pain chaud et l'humidité des pierres centenaires. C'était notre première visite dans cette ville, et nous avions choisi de loger dans un appartement trouvé sur une plateforme de location, un charmant duplex niché dans un immeuble du XVIIe siècle. Le propriétaire, un homme d'une cinquantaine d'années au regard fuyant, nous attendait devant la porte massive en bois sculpté. Il nous a accueillis avec un sourire crispé et une poignée de main froide. En montant l'escalier étroit, il nous a brièvement décrit l'histoire du bâtiment, insistant sur son authenticité et son caractère unique. Puis, alors qu'il nous montrait les différentes pièces, il s'est arrêté devant une porte close, au fond du couloir. « Cette pièce est fermée à clé », a-t-il dit d'un ton sec. « Je vous demanderai de ne pas essayer de l'ouvrir. » Camille et moi avons échangé un regard. La demande nous a semblé étrange, mais nous n'avons pas posé de questions. Après tout, certains propriétaires laissent des affaires personnelles dans une pièce inaccessible aux locataires. Peut-être était-ce son bureau ou un espace de rangement. Le reste de l'appartement était splendide. Parquet ancien, poutres apparentes, grandes fenêtres offrant une vue magnifique sur la rue animée en contrebas. Un mélange parfait entre l'ancien et le moderne. Camille semblait ravie, et moi aussi. Une fois le propriétaire parti, nous avons ouvert une bouteille de vin pour fêter le début de notre séjour. L'appartement était silencieux, à peine troublé par les bruits lointains des passants. Mais, à ce moment-là, nous ne savions pas encore que cette tranquillité ne durerait pas. Cette nuit-là, alors que nous nous apprêtions à dormir, un bruit étrange nous a tirés de notre quiétude. Au début, ce n'était presque rien, à peine un grincement étouffé, comme le craquement du bois sous l'effet du froid. Mais rapidement, cela s'est intensifié. Allongés dans le lit, nous avons tendu l'oreille. Il y avait un son distinct, quelque chose de plus précis, plus inquiétant. Des pas légers, hésitants, venant du couloir. Non, pas du couloir. De l'autre côté de la porte verrouillée. Camille s'est redressée brusquement. « Tu entends » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le son s'est arrêté net. Pendant quelques secondes, un silence pesant s'est installé, comme si ceux qui se trouvaient derrière la porte savaient que nous l'écoutions. Puis, lentement, les pas ont repris. Un, puis deux, traînant légèrement sur le sol. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. L'immeuble était ancien, certes, et le bois travaillait peut-être sous notre poids. Mais ces bruits, ils avaient une cadence, une intention. C'est peut-être un rat ou un oiseau coincé, ai-je tenté, plus pour me rassurer que par réelle conviction. Camille a serré ma main. Elle était gelée. Nous avons attendu encore un moment, immobiles, retenant presque notre souffle. Plus rien, juste le silence du vieil appartement. On verra demain, a soufflé Camille, se blottissant contre moi. J'ai acquiescé, même si quelque chose en moi refusait de croire que c'était terminé. Ce n'était que la première nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si j'avais mal dormi, sans m'en rendre compte. Camille était déjà levée, assise au bord du lit, l'air préoccupé. « Tu es allé dans la salle de bain cette nuit » a-t-elle demandé d'une voix hésitante. Je me suis frotté les yeux, essayant de rassembler mes souvenirs. « Non. Pourquoi » Elle n'a rien répondu et s'est levée brusquement. Intrigué, je l'ai suivie jusqu'à la salle de bain. Dès que nous avons franchi la porte, un frisson glacial a parcouru ma nuque. Le miroir était couvert de buée, comme si quelqu'un venait de prendre une douche brûlante. Mais ce n'était pas ça le pire. À travers la vapeur, des empreintes de mains apparaissaient lentement sur la surface du verre. Des traces floues, irrégulières, comme si elles venaient de l'autre côté du miroir. Camille a reculé d'un pas. « Dis-moi que c'est une blague. » Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre, et j'ai passé la main sur le miroir pour essuyer la buée. Les traces de mains ont disparu, puis sont revenues, plus nettes cette fois, comme si quelque chose répondait à mon geste. Nous avons échangé un regard terrifié. Il n'y avait eu aucun bruit d'eau pendant la nuit. Aucune raison pour que de la vapeur se forme ainsi. L'air dans la pièce était devenu oppressant. J'ai senti une présence, invisible mais palpable, comme si nous n'étions plus seuls. « On doit partir » ai-je murmuré. Camille a hoché la tête, sans me quitter des yeux. Ce n'était plus seulement une sensation étrange. Quelque chose, ou quelqu'un, était là avec nous. Nous avons passé la journée à l'extérieur, essayant d'ignorer ce qui s'était passé le matin. Flâner dans les ruelles de Lyon,
nous asseoir dans un café face à la Saône, visiter la basilique. Tout semblait normal. Mais au fond de moi, une angoisse persistante me rongeait. Camille aussi était silencieuse, perdue dans ses pensées. En rentrant à l'appartement en début de soirée, une tension invisible nous a enveloppés dès que nous avons franchi le seuil. L'air était plus lourd, comme chargé d'électricité. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre plus menaçante. Nous avons décidé de partir dès le lendemain matin. Ce lieu n'était pas sain. Mais cette nuit-là, nous avons compris qu'il ne nous laisserait pas partir aussi facilement. Vers 1 heure du matin, les bruits ont recommencé. Mais cette fois, ils étaient plus forts, plus insistants. Des grattements contre le bois. Un bruissement presque imperceptible, comme si quelqu'un chuchotait derrière la porte fermée. Puis, un coup sec, suivi d'un silence glacial. Camille s'est accrochée à mon bras, les yeux écarquillés. Je pouvais sentir son souffle court contre ma peau. Un deuxième coup. Plus fort. Nous avons bondi hors du lit. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, saisi la clé, et tenté de la tourner. Rien. La serrure refusait de bouger. « Aide-moi » ai-je crié en secouant la poignée. Camille m'a rejoint, tirant la porte de toutes ses forces. Elle ne bougeait pas d'un millimètre, comme si une force invisible la maintenait fermée. Derrière nous, la porte du fond a résonné sous un nouveau coup, plus violent cette fois. Puis un autre. Puis encore un autre. Quelqu'un ou quelque chose voulait sortir. Et nous ne pouvions plus nous échapper. J'ai senti mon cœur cogner violemment dans ma poitrine. Camille tremblait à côté de moi, tirant désespérément sur la porte d'entrée. Chaque coup derrière nous résonnait plus fort, plus rageur. Le bois de la porte verrouillée semblait sur le point de céder. Puis, un silence. Un silence encore plus angoissant que les coups eux-mêmes. Camille et moi nous sommes figés, le souffle suspendu. L'air autour de nous était glacial, chargé d'une présence invisible mais écrasante. Puis, lentement, la poignée de la porte interdite s'est mise à tourner toute seule. Un déclic. La porte s'est entr'ouverte dans un grincement sinistre, révélant un intérieur plongé dans l'obscurité. Une odeur immonde s'est aussitôt répandue dans l'appartement, un mélange de moisissure, de pourriture et de quelque chose d'indéfinissable, presque organique. Je n'ai pas voulu regarder. Mais mon regard a été irrémédiablement attiré par l'entrebâillement. Dans l'ombre, quelque chose se tenait là. Je n'ai pas vu de visage. Seulement une silhouette floue, indistincte, comme un trou béant dans la réalité elle-même. Et puis, les doigts. Des doigts squelettiques qui se sont glissés hors de l'obscurité, rampant lentement sur la porte, comme une araignée géante tâtonnant dans le vide. Camille a crié. Ce cri m'a ramené à la réalité. Dans un élan de panique, j'ai attrapé la lampe posée sur la commode et l'ai projetée de toutes mes forces contre la porte. Un hurlement inhumain, déformé, a déchiré l'air alors que la porte claquait violemment, comme si quelque chose venait d'être repoussé de l'autre côté. Dans le même instant, la porte d'entrée s'est brusquement déverrouillée. Sans réfléchir, nous avons saisi nos affaires et nous sommes précipités dehors, dévalant les escaliers sans oser nous retourner. Nous n'avons jamais su ce qu'il y avait derrière cette porte, ni pourquoi cet appartement semblait vouloir nous garder prisonniers. Mais une chose est sûre, nous n'y sommes jamais retournés. Et nous avons appris, à nos dépens, qu'il y a des portes qu'il vaut mieux ne jamais essayer d'ouvrir. J'avais enfin atterri à Marseille pour mon échange universitaire. Enthousiaste mais soucieux de mon budget, j'avais réservé un Airbnb à bas prix, un petit appartement situé dans un immeuble ancien, au bout d'une rue étroite et légèrement délabrée. L'annonce ne montrait que quelques photos floues, mais l'endroit semblait fonctionnel. Je n'avais pas trop d'exigences, tant que je pouvais y dormir et étudier. Lorsque je suis arrivé devant la porte, j'ai remarqué que le bâtiment avait une atmosphère particulière, comme s'il était figé dans le temps. L'air sentait un mélange de bois humide et de pierres froides. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, m'a ouvert sans un mot de bienvenue. Il était mince, le regard fuyant, et s'est contenté de me tendre les clés en marmonnant quelques instructions. Il y a de l'eau chaude, le chauffage fonctionne. Ne dérangez pas les voisins. C'était tout. Pas de sourire, pas d'effort pour me mettre à l'aise. Il n'a même pas pris la peine de me faire visiter l'appartement. À peine les clés dans ma main, il a tourné les talons et a disparu dans l'escalier. L'intérieur était simple, presque spartiate. Une chambre avec un lit étroit, une petite cuisine et une salle de bain dont les carreaux fissurés témoignaient de l'âge du lieu. Il faisait froid, malgré la chaleur extérieure.
J'ai remarqué que les fenêtres donnaient sur une cour sombre où le soleil ne semblait jamais pénétrer. Fatigué du voyage, j'ai posé mes affaires et me suis allongé sur le lit. À cet instant, un silence étrange m'a enveloppé. Ce n'était pas le silence habituel d'un appartement vide, mais un silence plus dense, comme si l'air lui-même était plus lourd. Une impression fugace, sans doute la fatigue. Je n'avais aucune raison de me méfier de cet endroit. Pas encore. La première nuit, je me suis endormi rapidement, épuisé par le voyage. Mais quelque chose m'a réveillé en pleine nuit. Un bruit, léger mais distinct. Des pas. Lentement, ils résonnaient dans le couloir, juste derrière ma porte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration. Les pas s'arrêtaient à intervalles irréguliers, comme si quelqu'un avançait prudemment, hésitait, puis reprenait sa marche. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il était 3 heures du matin. Qui pouvait bien se déplacer à cette heure? Peut-être le propriétaire, mais pourquoi ne pas allumer la lumière? L'envie d'ouvrir la porte et de vérifier me traversa l'esprit, mais un étrange pressentiment m'en dissuada. Au lieu de cela, je me suis lentement tourné vers la porte entrebâillée. À travers l'étroite ouverture, une ombre s'étirait sur le sol du couloir. Immobile. Je me suis figé. Quelqu'un était là, juste derrière la porte. Il ne bougeait pas. Il semblait attendre. Mon souffle s'écoupait. L'ombre était trop haute pour appartenir à quelqu'un de simplement debout, comme si la silhouette flottait légèrement au-dessus du sol. J'ai fermé les yeux un instant, rassemblant mon courage. Lorsque je les ai rouverts, l'ombre avait disparu. Le silence s'est imposé à nouveau, pesant, oppressant. Après un long moment, j'ai fini par me convaincre que j'avais rêvé, que la fatigue me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. Le lendemain matin, encore troublé par ce que j'avais vu ou cru voir, j'ai décidé d'aborder le sujet avec le propriétaire. Peut-être était-ce lui qui s'était déplacé dans la nuit. Peut-être avait-il oublié quelque chose dans l'appartement et était venu discrètement le récupérer. Je l'ai trouvé dans la cour intérieure, en train de fumer une cigarette, son regard perdu dans le vide. « Excusez-moi, j'ai une question. Cette nuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. C'était vous ?» Il a tourné la tête lentement vers moi, les sourcils légèrement froncés. Non. Son ton était sec, tranchant, comme s'il voulait mettre fin à la conversation immédiatement. Vous êtes sûr? Parce que j'ai vu une ombre devant ma porte. Je m'attendais à une explication logique, peut-être un voisin, un problème de lumière, n'importe quoi. Mais il s'est contenté de me fixer quelques secondes avant de détourner les yeux et d'écraser sa cigarette d'un geste brusque. Il n'y a que vous et moi ici. Puis il s'est levé et s'est éloigné, me laissant seul avec mes questions. Son comportement me dérangeait. Ce n'était pas une simple indifférence. C'était comme s'il savait quelque chose et qu'il refusait d'en parler. Comme s'il voulait que je ne pose pas de questions. Cette idée m'a mis mal à l'aise. Peut-être que je me faisais des films, mais une chose était sûre, je n'avais plus envie de passer une autre nuit dans cet appartement. Les jours suivants, je n'ai pas pu chasser cette sensation étrange qui me rongeait. Les bruits dans le couloir se faisaient plus fréquents, parfois même pendant la journée. J'ai essayé de me convaincre que c'était le bâtiment, vieux et mal isolé, qui faisait ces bruits. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Un après-midi, alors que je sortais pour acheter des provisions, j'ai croisé une vieille voisine qui vivait dans l'immeuble d'en face. Elle m'a regardé longuement, puis, comme si elle me testait, elle a lancé. « Vous avez vu la silhouette, n'est-ce pas ?» Je suis resté sans voix. Comment savait-elle de quoi je parlais? Elle m'a alors expliqué, d'un ton presque fataliste, que l'ancien occupant de l'appartement était une femme âgée, morte dans des circonstances étranges des années plus tôt. Il paraîtrait qu'elle avait vécu seule là, dans le silence, sans jamais vraiment s'intégrer au voisinage. Mais après sa mort, des choses étranges ont commencé à se produire. Les visiteurs de l'immeuble, ceux qui avaient osé louer l'appartement, avaient tous rapporté la même histoire. Une silhouette sombre, debout dans le couloir, juste devant la porte de la chambre, à l'heure où la nuit est la plus noire. Certains disent même que la femme ne partait jamais vraiment. Son esprit, ou ce qui en restait, errait dans les couloirs de l'immeuble. Ceux qui l'avaient vue décrivaient toujours la même image, une silhouette immobile, presque floue, qui semblait attendre quelqu'un ou quelque chose. La voisine m'a alors confié que les habitants de l'immeuble évitaient cet endroit, ne parlant jamais de ce qu'il s'y passait, mais tous savaient qu'il y avait quelque chose de plus là-bas, dans cet appartement. Si vous tenez à votre tranquillité, partez avant qu'il ne soit trop tard, m'a-t-elle dit. Son regard était grave, et ses mots m'ont glacé le sang.
Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'elle ne semblait pas étonnée, comme si elle s'attendait à ce que je sois déjà au courant. La dernière nuit dans cet appartement, je savais que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'étais fatigué d'être hanté par cette ombre, ce silence oppressant qui m'enveloppait chaque fois que la nuit tombait. Je me suis donc décidé à rester éveillé, à ne pas fuir, à affronter ce qui m'effrayait. J'ai laissé la porte légèrement ouverte, dans l'espoir d'entendre à nouveau les pas, de voir la silhouette, de comprendre enfin ce qui se passait. L'air était plus lourd que jamais, comme si chaque seconde qui passait était un défi, une épreuve pour mon esprit. Et puis, à 3 heures du matin, les pas sont revenus, plus lents que jamais. Ils semblaient se rapprocher, se diriger directement vers ma porte. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis resté figé, les yeux rivés sur la porte, attendant le moment où la silhouette apparaîtrait, comme elle l'avait fait chaque nuit. Et cette fois, elle est apparue. L'ombre s'est d'abord dessinée sous la lumière pâle du couloir. Elle était plus nette, plus tangible que jamais. Je pouvais distinguer des contours flous, comme une silhouette humaine, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne se mouvait pas, elle était juste là, plantée dans le couloir. Je n'ai pas osé bouger, ni crier, ni partir. Mes yeux ne pouvaient se détacher de cette forme immobile. Puis, sans avertissement, la silhouette s'est déplacée. Elle s'est avancée d'un pas, puis un autre, s'approchant de plus en plus, jusqu'à se retrouver juste devant ma porte. L'air était glacial, presque irréel. Mon souffle se bloquait dans ma gorge, chaque seconde m'apparaissait comme une éternité. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Et c'est là que j'ai vu un visage, une pâleur morbide, déformée, une expression de vide absolu. Les yeux étaient noirs, sans vie, et le regard m'a transpercé comme une lame. Je n'avais plus de contrôle, je ne pouvais plus respirer, tout semblait se figer autour de moi. Quand j'ai cligné des yeux, la silhouette avait disparu. Le silence est revenu, mais il était différent. Il était plus lourd, plus oppressant. J'ai fermé les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Quand je les ai rouverts, je me suis retrouvé sur le sol, à côté de mon lit, sans savoir comment j'y étais arrivé. J'ai immédiatement sauté sur mes pieds et j'ai attrapé mes affaires. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je devais partir. J'ai quitté l'appartement en courant, sans me retourner. Mais, avant de descendre les escaliers, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. Et là, dans le couloir sombre, j'ai vu la silhouette. Elle était là, à la porte, immobile, me regardant une dernière fois avant que je ne parte. Je voyageais seul pour la première fois en France et j'étais excité à l'idée de découvrir Toulouse. Après une longue journée de vol et une courte escale à Paris, j'avais enfin atterri. J'avais réservé un Airbnb à proximité du Capitole, un emplacement parfait selon les commentaires des précédents voyageurs. Tout semblait en ordre, le propriétaire était réactif aux messages, l'adresse indiquée sur l'application correspondait et le prix était raisonnable. Lorsque j'ai quitté la gare, le soleil commençait à descendre derrière les bâtiments anciens de la ville. J'ai suivi les indications sur mon téléphone, marchant dans des rues pavées bordées de cafés animés et de boutiques élégantes. À mesure que je me rapprochais, l'ambiance changeait. Les rues devenaient plus calmes, moins fréquentées. Puis, après avoir traversé une petite place, je suis arrivé devant l'immeuble indiqué. Je me suis arrêté net. Le bâtiment devant moi n'avait rien à voir avec les photos de l'annonce. C'était une vieille structure délabrée, dont la façade était couverte de fissures et de traces de moisissures. Les fenêtres du premier étage étaient brisées, et celles des étages supérieurs étaient condamnées par de vieilles planches de bois grisâtres. La porte d'entrée était couverte de graffitis, et un cadenas rouillé pendait sur la poignée. Il n'y avait aucune lumière, aucun signe de vie. J'ai vérifié l'adresse une seconde fois. Peut-être m'étais-je trompé de rue? Mais non, tout correspondait. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai ouvert l'application Airbnb et envoyé un message au propriétaire. Bonjour, je suis devant l'immeuble, mais il semble abandonné. Êtes-vous sûr que c'est le bon endroit? Quelques secondes plus tard, une notification est apparue. Oui, vous êtes au bon endroit. Entrez, quelqu'un vous attend déjà à l'intérieur. Mon cœur a raté un battement. Quelqu'un m'attendait. Je n'avais pourtant réservé qu'une chambre privée, pas une colocation. Peut-être voulait-il dire qu'un gardien ou un voisin devait me remettre les clés. J'ai regardé autour de moi. La rue était vide. Pas un chat. Seul un lampadaire clignotait faiblement à quelques mètres, projetant une lueur tremblante sur le trottoir. Je lui ai répondu. Je crois qu'il y a une erreur.
L'immeuble semble abandonné. Les fenêtres sont cassées et il y a un cadenas sur la porte. 3 petits points indiquant qu'il écrivait sont apparus, puis se sont arrêtés. Quelques secondes de silence. Puis, enfin, une nouvelle réponse. Non, c'est bien là. Vous pouvez entrer. Dépêchez-vous, il commence à faire nuit. Quelque chose dans ces mots m'a mise mal à l'aise. Il n'avait même pas tenté d'expliquer l'état du bâtiment, ni de me rassurer. Juste cette insistance étrange. J'ai levé les yeux vers l'immeuble. Une impression oppressante pesait sur moi, comme si les murs fissurés renfermaient quelque chose d'indicible. L'air semblait plus lourd, plus froid. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti un regard sur moi. J'ai sursauté en entendant une voix rauque derrière moi. « Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me suis retourné brusquement. Un vieil homme se tenait sur le trottoir d'en face, à moitié caché par l'ombre d'un porche. Il portait un manteau élimé, et son visage creusé par le temps était marqué par une expression inquiète. « Vous cherchez quelque chose ?» a-t-il insisté en s'avançant légèrement. Je lui ai montré l'adresse sur mon téléphone. J'ai réservé un Airbnb ici, mais cet immeuble me paraît étrange. Aussitôt, le vieil homme a pâli. Ses yeux se sont écarquillés, il a fait un pas en arrière comme si je venais de prononcer quelque chose d'horrible. « Non, 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 vous ne devez pas entrer là-dedans » a-t-il murmuré. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Il a lancé un regard rapide à l'immeuble, puis à la rue, comme s'il craignait que quelqu'un nous entende. Cet appartement est fermé depuis des années. Depuis que le dernier locataire a disparu. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Disparu? Il a hoché la tête lentement. Un jeune homme. Il vivait là, puis, un jour, il n'a plus donné signe de vie. La police est venue, ils ont fouillé l'appartement, mais ils n'ont rien trouvé. Rien du tout. Comme s'il s'était évaporé. J'ai jeté un regard inquiet vers mon téléphone. Une nouvelle notification venait d'arriver. Pourquoi vous parlez à cet homme? Il ne sait rien. Entrez. J'ai levé les yeux vers le vieil homme, mais il avait déjà reculé, sa voix tremblante. Ne répondez plus. Et surtout, ne passez pas cette porte. J'ai senti mon souffle se bloquer. L'écran de mon téléphone semblait brûlant dans ma main. Pourquoi vous parlez à cet homme? Il ne sait rien. Entrez. Je me suis retourné brusquement, scrutant la façade délabrée de l'immeuble. Qui m'envoyait ces messages? Il n'y avait aucun signe de vie à l'intérieur, aucune lumière, aucun mouvement. Pourtant, quelqu'un savait ce que je faisais. Quelqu'un me voyait. Un bruit sec a résonné. J'ai baissé les yeux vers la porte. Le cadenas qui pendait à la poignée venait de tomber au sol, comme s'il avait été déverrouillé de l'intérieur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avancer d'un pas. Une curiosité malsaine me rongeait. Et si tout cela n'était qu'un malentendu? Et si le vieil homme exagérait? Peut-être que l'appartement était simplement resté vide un long moment et que l'annonce était légitime. J'ai tendu la main vers la porte. L'odeur qui en émanait m'a immédiatement coupé l'élan. Une odeur de renfermé, de poussière, et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus organique, plus âcre. Un frisson glacé a parcouru ma nuque. Puis, juste avant que mes doigts ne touchent la poignée, mon téléphone a vibré à nouveau. Ne touchez pas la porte. Ce n'était pas le propriétaire. C'était un numéro inconnu. J'ai levé les yeux, le cœur battant à tout rompre. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette, pâle et floue, derrière une des fenêtres condamnées du 2e étage. Elle ne bougeait pas. Elle me regardait. Mon sang s'est glacé. La silhouette derrière la fenêtre ne bougeait pas, mais je sentais son regard fixé sur moi, perçant, inhumain. J'ai reculé d'un pas, mon souffle court. Une nouvelle vibration a secoué mon téléphone. Court. Mes doigts tremblaient quand j'ai relevé les yeux vers la fenêtre. La silhouette n'était plus là. Un bruit sourd a résonné derrière la porte, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de se déplacer à l'intérieur. Un grincement lent, insidieux. Puis un autre, plus proche. Mon instinct a pris le dessus. J'ai tourné les talons et me suis mis à courir. Je ne savais pas où j'allais, je voulais juste mettre le plus de distance possible entre moi et cet immeuble maudit. En arrivant au premier croisement, j'ai osé jeter un dernier regard par-dessus mon épaule. La porte était restée fermée, mais une forme indistincte se dessinait derrière l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. Elle était plus proche. Je n'ai pas cherché à en voir plus. J'ai couru jusqu'à rejoindre une rue animée, le cœur battant à m'en briser la poitrine. Plus tard, dans ma chambre d'hôtel, j'ai tenté de signaler le profil du propriétaire sur l'application Airbnb. Impossible. Il n'existait plus.
Toutes nos conversations avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. J'aurais pu croire à un cauchemar, à une hallucination, si ce n'était pas pour un dernier détail. Sur ma dernière notification, celle qui m'avait dit de courir, il y avait une pièce jointe. Une photo. C'était moi, debout devant l'immeuble abandonné. Et juste derrière moi, dans l'ombre de l'entrée, une main pâle dépassait de l'entrebâillement de la porte. Nous étions enfin arrivés. Après plusieurs heures de route à travers la campagne bordelaise, la maison apparaissait au bout d'un chemin de terre bordé de vieux chênes. C'était une bâtisse en pierre, typique de la région, avec des volets en bois bleu pâle et un toit recouvert de tuiles anciennes. L'endroit semblait figé dans le temps, préservé du tumulte du monde moderne. Je coupai le moteur et jetai un regard à Camille, qui me souriait, l'air ravi. Nous avions cherché longtemps un endroit tranquille pour nous évader, loin de la ville, du bruit et des obligations. Ce gîte, isolé au cœur des vignobles, semblait parfait. Un véritable havre de paix. Le propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années au visage buriné par le soleil, nous attendait sur le perron. Il se présenta sous le nom de Monsieur Lavigne et nous tendit les clés avec un sourire bienveillant. « Vous verrez, ici, on dort comme un bébé, » nous dit-il d'un ton rassurant. Pas un bruit la nuit, juste le vent et parfois un hibou. Nous entrâmes et découvrîmes un intérieur chaleureux, avec des poutres apparentes et une immense cheminée en pierre. L'air sentait légèrement la cire et le bois vieilli. Juste une chose, ajouta M. Lavigne en désignant une porte en haut de l'escalier. Le grenier est fermé à clé. J'y stocke des affaires, rien d'important. Merci de ne pas essayer d'y entrer. Il insista à peine, comme si c'était un détail sans importance, puis nous laissa profiter de la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais cette simple remarque me mit mal à l'aise. La première nuit fut paisible. Nous étions si fatigués par le voyage que nous nous endormîmes presque aussitôt après le dîner. Le silence environnant était profond, presque irréel, seulement troublé par le crépitement des bûches dans la cheminée. Pourtant, au beau milieu de la nuit, quelque chose me réveilla. Un léger bruit, à peine perceptible, venant du plafond. Un craquement sec, suivi d'un silence oppressant. J'ouvris les yeux et tendis l'oreille. Camille dormait profondément à mes côtés, sa respiration lente et régulière. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, probablement le bois de la charpente qui travaillait avec l'humidité. Mais au fond de moi, une étrange sensation s'installait, comme une présence, invisible mais palpable. Le lendemain matin, en préparant le café, je remarquai un détail troublant. La fenêtre du salon, que j'avais fermée avant d'aller me coucher, était entr'ouverte. Une brise fraîche entrait dans la pièce, faisant frémir légèrement les rideaux. « Tu as ouvert la fenêtre cette nuit ?» demandai-je à Camille. Encore à moitié endormie, elle secoua la tête. « Non. Pourquoi ?» Je ne répondis pas, préférant ne pas l'inquiéter. Mais mon malaise grandit lorsqu'un autre détail attira mon attention. L'un des verres que nous avions laissés sur la table avait changé de place. L'après-midi passa sans incident, mais une étrange tension flottait dans l'air. À plusieurs reprises, j'eus l'impression d'être observé. Une ombre fugace dans mon champ de vision, un léger frisson le long de ma nuque. Pourtant, chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Juste la maison, immobile et silencieuse, sous un ciel qui s'assombrissait lentement. Cette nuit-là, je fus réveillé en sursaut. Au début, je crus avoir rêvé. La chambre était plongée dans l'obscurité, et seul le vent soufflait doucement contre les volets. Mais alors que je refermais les yeux, le bruit revint. Un murmure, à peine audible, juste au-dessus de nous. Un chuchotement ténu, presque un souffle, comme si quelqu'un murmurait à travers le bois du plafond. Je me redressai lentement, le cœur battant. Camille dormait encore, roulée en boule sous la couverture. J'attendis, immobile, tentant de capter de nouveau le son. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut rien. Puis, un autre bruit se fit entendre, plus distinct cette fois. Un léger frottement, comme si quelque chose glissait sur le plancher du grenier. Je tendis la main et secouai doucement Camille. « Réveille-toi, murmurai-je. Tu entends ça ?» Elle grogna d'abord, puis ouvrit les yeux, les sourcils froncés. « Quoi ?» Et alors, comme pour lui répondre, le bruit reprit. Plus net, plus proche. Un murmure lointain, étouffé par le bois épais du plafond. Un chuchotement insistant, incompréhensible, accompagné d'un craquement sinistre. Camille se redressa à son tour, les yeux écarquillés. « C'est quelqu'un ?» Son souffle était court, tendu. Elle aussi entendait.
Ce n'était pas mon imagination. Je me levai lentement, pieds nus sur le parquet froid, et avançai jusqu'au centre de la pièce, levant les yeux vers le plafond. Un silence pesant s'était installé. Mais je le savais, quelque chose était là, juste au-dessus de nous, caché derrière la porte du grenier. Et il nous écoutait. Le doute se transforma rapidement en une curiosité irrésistible. Le murmure du grenier, bien qu'inquiétant, semblait presque m'appeler. Il y avait quelque chose de terriblement étrange, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Camille, bien qu'hésitante, était également intriguée. Et ensemble, nous décidâmes de prendre le risque. Le couloir sombre menait à la porte du grenier, fermée à clé, comme l'avait mentionné le propriétaire. Mais alors que j'approchais de la porte, je remarquai que la clé n'était plus là. Une pensée fugace me traversa l'esprit. Et si quelqu'un d'autre avait déjà ouvert cette porte avant nous? Avec une profonde inspiration, je pris un tournevis dans la cuisine, me disant que si nous ne faisions rien, cette angoisse nous rongerait. Je dévissai lentement la serrure, le bruit métallique résonnant dans le silence oppressant. Un dernier coup de tournevis et la porte s'ouvrit dans un grincement long et sourd, comme si la maison elle-même protestait. L'odeur qui s'échappa du grenier était lourde et moisie, un mélange de poussière et de vieille charpente. Nous allumâmes une lampe de poche, et la lumière vacillante balaya la pièce. Le grenier semblait avoir été négligé depuis des années. Mais ce que nous y trouvâmes dépassa de loin ce que j'avais imaginé. Un vieux matelas dégueulasse était posé à même le sol, entouré de papiers éparpillés, des feuilles froissées couvertes de notes manuscrites. Je m'approchai du matelas, les mains tremblantes, et feuilletai les papiers. À chaque feuille que je tournais, le contenu devenait plus terrifiant. Des mots illisibles se mêlaient à des phrases cohérentes. Ne leur dites pas que je suis là. Ils reviendront la nuit. Je ne peux pas sortir. Le frisson dans ma nuque se transforma en une peur glacée. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un étrange symbole dessiné sur le dernier morceau de papier, un cercle avec des marques qui semblaient tourner sur elles-mêmes, comme une sorte de sigle maléfique. Alors que je m'apprêtais à poser la feuille, j'entendis un bruit derrière moi. Un léger raclement, comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de se déplacer dans l'obscurité. Le cœur battant, je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. À ce moment-là, j'eus la certitude. Quelque chose de terrifiant s'était déjà glissé dans ce grenier, et nous n'aurions jamais dû y entrer. Le silence pesant qui suivit ma découverte me paralysa. J'étais là, immobile, tenant la feuille dans mes mains tremblantes, les yeux fixés sur les mots étranges écrits en lettres hâtives. Camille, pâle comme un fantôme, se tenait près de moi, le souffle court, presque imperceptible. Nous étions seuls, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Un cri de terreur se coinça dans ma gorge lorsque la porte du grenier se referma soudainement derrière nous, dans un claquement sec. Je me précipitai pour l'ouvrir à nouveau, mais elle était bloquée de l'intérieur. La poignée tourna dans le vide. Et puis, un bruit. Un bruit distinct de pas lourds, venant de l'étage inférieur, comme si quelqu'un marchait dans la maison, se dirigeant droit vers nous. Un frisson glacé me parcourut. « On doit sortir d'ici, maintenant !» souffla Camille, la panique dans les yeux. Mais avant que je ne puisse réagir, un murmure glacial s'éleva dans l'obscurité de l'escalier. Un chuchotement, faible mais clair, « Ils savent maintenant !» Les mots semblaient s'échapper du sol, glissant autour de nous comme une brume. Je me précipitai vers la fenêtre, mais elle était fermée, verrouillée de l'intérieur. Une sueur froide perlait sur mon front. Je n'avais jamais eu cette sensation auparavant, comme si la maison elle-même était vivante, en train de nous enfermer. Camille se tourna alors, la terreur dans les yeux. Elle pointa du doigt vers l'escalier. J'osai à peine regarder. Là, tout en haut, une silhouette se dessina dans l'obscurité, comme une ombre mouvante, un être dont les contours restaient flous, mais l'intention claire. Une silhouette qui ne devrait pas être là. Je reculai précipitamment, attrapant Camille par le bras. Nous n'étions plus seuls. Quelque chose, ou quelqu'un, était monté du bas de la maison et s'approchait lentement de nous. Les murs semblaient se resserrer, l'air devenir de plus en plus lourd. Le froid glacial m'envahit, et une pensée me traversa l'esprit. Et si nous n'étions jamais censés sortir de cette maison? Je voulais juste du silence. Un endroit loin de tout, où je pourrais respirer sans sentir le poids du monde sur mes épaules. C'est pourquoi j'avais loué cette villa isolée à Nice. Une bâtisse ancienne, perchée sur une colline surplombant la mer, entourée d'oliviers et de cyprès.
L'annonce la décrivait comme un havre de paix, parfait pour une retraite loin du tumulte de la ville. Lorsque je suis arrivé, le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose. La villa était magnifique, avec ses murs de pierre recouverts de lierre et ses grandes fenêtres aux volets bleu pâle. Une légère brise portait l'odeur du sel et de la terre humide. Tout semblait parfait. Pourtant, en franchissant le seuil, une étrange sensation m'a parcouru l'échine. Un pressentiment diffus, comme si quelque chose clochait. L'intérieur était spacieux, décoré avec goût, mais il y avait une particularité troublante, il n'y avait aucun miroir. Ni dans l'entrée, ni dans le salon, ni dans la salle de bain. J'ai trouvé cela étrange, presque dérangeant. Même les hôtels les plus modestes avaient au moins un miroir au-dessus du lavabo. Ici, rien. Juste des murs nus, des tableaux anciens et une atmosphère légèrement oppressante. J'ai balayé l'idée d'un haussement d'épaule. Peut-être que le propriétaire avait une aversion pour son propre reflet. Ou bien, c'était une décision décorative, excentrique. Après tout, cette maison dégageait un certain mystère, un charme d'un autre temps. Fatigué du voyage, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur ce détail. Je me suis installé, rangeant mes affaires, avant de m'effondrer dans un fauteuil près de la cheminée éteinte. Demain, je me détendrai sur la terrasse avec un café, profitant du soleil et du calme. Mais cette nuit-là, dans cette villa sans miroir, quelque chose m'a regardé pendant mon sommeil. Cette nuit-là, j'ai sombré dans un sommeil lourd, épuisé par le voyage. Pourtant, il ne fut ni reposant ni paisible. Je me suis retrouvé dans une chambre sombre, glaciale. C'était la même pièce où je dormais, mais quelque chose semblait déformé. Les murs paraissaient plus hauts, la lumière plus terne, comme si l'espace lui-même était devenu étranger. Une lourdeur pesait sur l'air, oppressante, et une odeur âcre flottait autour de moi, un mélange de bois humide et de quelque chose d'indéfinissable. Je ne pouvais pas bouger, cloué au lit par une force invisible. Mon cœur battait furieusement, mais mon corps refusait d'obéir. C'est alors que je l'ai vu. Un homme se tenait au pied du lit. Sa silhouette était floue, indistincte, comme si elle flottait entre deux réalités. Mais ce qui m'a glacé jusqu'aux os, ce furent ses yeux. Ou plutôt, leur absence. Deux orbites vides, béantes, comme des trous noirs qui absorbaient toute la lumière. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il se contentait de me fixer. Le silence dans la pièce était absolu, si dense qu'il en devenait assourdissant. Je voulais hurler, mais ma gorge était verrouillée. Une peur viscérale, primitive, s'est emparée de moi. Ce n'était pas un simple cauchemar. Je le savais. Puis, dans un mouvement lent, il a incliné légèrement la tête sur le côté, comme un animal curieux. Et d'un coup, j'ai pu bouger. Je me suis réveillé en sursaut, haletante, trempée de sueur froide. Ma gorge me brûlait, comme si j'avais hurlé pendant des heures. Mon regard a balayé la pièce dans l'obscurité. Rien, juste mon sac posé sur une chaise, la porte close, et l'étrange silence de la maison. Pourtant, mon corps était encore parcouru de frissons. Ce rêve, ce n'était pas un rêve. J'en étais certaine. Quelqu'un avait été là. Le lendemain matin, une lourdeur pesait encore sur moi. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon en dormant. Chaque muscle de mon corps était tendu, comme si j'étais resté figé trop longtemps dans une position inconfortable. Malgré le soleil éclatant filtrant à travers les rideaux, une sensation étrange me collait à la peau, une impression d'intrusion. Je décidai d'explorer un peu plus la maison, espérant chasser cette atmosphère oppressante. Peut-être que marcher, toucher les objets, me familiariser avec l'espace m'aiderait à me sentir chez moi. La villa était grande, bien plus grande que ce dont j'avais réellement besoin. Une cuisine rustique aux carreaux usés, un salon aux meubles en bois massif, des tapis persans légèrement défraîchis. Il y avait une âme dans cette maison, une histoire silencieuse enfermée entre ses murs. En ouvrant les placards, je suis tombé sur des objets laissés par d'anciens locataires, des livres jaunis, une bouilloire en cuivre, une pile de vieilles cartes postales oubliées. Rien d'anormal, rien d'inquiétant. Mais alors que j'ouvrais une grande armoire dans le couloir, une surprise m'attendait. Une gavette verrouillée. Elle était encastrée à l'intérieur de l'armoire, dissimulée sous une pile de linge ancien. Mon cœur a battu plus fort. Une curiosité étrange m'a envahi, mêlée à une crainte sourde. Après quelques efforts, le verrou a cédé. La première chose que j'ai remarquée, ce fut l'odeur, un mélange de bois vieilli et de quelque chose de plus poussiéreux, presque rance. Puis j'ai vu le contenu.
Des miroirs. Des dizaines de petits miroirs empilés, de différentes tailles, recouverts de tissus noirs soigneusement pliés. Comme s'ils avaient été cachés, dissimulés, oubliés intentionnellement. J'ai tendu la main et, lentement, j'ai soulevé l'un des tissus. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Sous le tissu noir, un petit miroir rectangulaire apparaissait, encadré de bois sombre, légèrement écaillé par le temps. Il semblait ordinaire, banal. Pourtant, mes mains tremblaient légèrement alors que je le soulevais pour l'approcher de mon visage. Une part de moi hésitait. Pourquoi quelqu'un cacherait-il des miroirs de cette façon? Pourquoi cette maison en était-elle dépourvue? Je savais que je ne devrais peut-être pas regarder, mais l'idée de recouvrir à nouveau le versant et jeter un coup d'œil me semblait encore plus insupportable. Je pris une inspiration et levai lentement le miroir devant moi. Mon reflet était là, exactement comme il devait être. Même peau fatiguée, même cerne sous les yeux, même rides soucieuses sur le front. Un soulagement ridicule m'envahit. Je m'étais laissé emporter par l'ambiance étrange de cette maison, voilà tout. Puis, ça se produisit. Mon reflet sourit. Un rictus lent, exagéré, trop large pour être naturel. Je n'avais pas bougé. Mes doigts se crispèrent autour du cadre en bois. Ma gorge se serra. Mon image dans le miroir continuait de me fixer, les lèvres toujours tordues dans ce sourire grotesque, figé, dénué de toute chaleur humaine. Puis, d'un coup sec, elle inclina légèrement la tête sur le côté, dans un mouvement terriblement familier. Exactement comme l'homme de mon cauchemar. Je lâchai le miroir. Il s'écrasa sur le sol dans un bruit sec. Le verre ne se brisa pas, mais je n'osais pas vérifier. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Derrière moi, dans l'ombre de la pièce, quelque chose bougea. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. J'avais entendu quelque chose derrière moi. Un froissement imperceptible, un mouvement infime, mais suffisant pour me faire comprendre que je n'étais plus seul. Je restais figé, incapable de me retourner. Tout mon corps refusait d'obéir. Une seule pensée martelait mon esprit. Si je regarde, je le verrai. L'air de la pièce était devenu plus lourd, plus épais, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Un courant d'air glacé caressa ma nuque. Quelqu'un ou quelque chose était juste là. Dans un élan de courage désespéré, je relevai brusquement la tête vers le miroir tombé au sol. À travers la surface réfléchissante, je vis mon reflet. Mais il n'était pas seul. Derrière moi, l'homme du cauchemar me fixait. Ses orbites vides semblaient absorber toute la lumière de la pièce. Son corps était légèrement flou, indistinct, comme une silhouette prise dans un mauvais signal de télévision. Il était si proche que je pouvais presque sentir sa présence contre mon dos. Mon reflet, lui, ne me regardait plus. Il était tourné légèrement vers cette chose derrière moi. Puis, lentement, il leva les yeux vers moi et sourit à nouveau. Un sourire trop large. Un sourire qui n'était pas le mien. La pièce bascula autour de moi. Un vertige violent me fit perdre l'équilibre. Dans un réflexe paniqué, je poussai un hurlement et me retournai d'un coup. Il n'y avait rien. La pièce était vide. Silencieuse. Seule la porte de l'armoire était restée entr'ouverte, grinçant doucement sous l'effet du vent. Je respirais difficilement, les jambes tremblantes. Mais alors que je tentais de me calmer, une chose me frappa. Le miroir. Il était toujours au sol, et dans son reflet. L'homme était encore là. Il se tenait juste derrière moi. Nous étions 5. 5 amis réunis pour un week-end de folie à Strasbourg, profitant d'un festival dont nous parlions depuis des mois. L'Airbnb que nous avions loué était parfait. Une grande maison ancienne, avec un charme rustique, située dans une rue calme à la périphérie de la ville. 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine bien équipée, et un détail que le propriétaire n'avait pas mentionné. Dès notre arrivée, quelque chose m'a semblé étrange. L'air dans la maison était un peu lourd, comme si elle n'avait pas été aérée depuis longtemps. Mais le frigo contenait quelques bouteilles d'eau fraîche, et les draps des lits sentaient encore la lessive. Quelqu'un avait vécu ici récemment. Pourtant, le propriétaire nous avait assuré que la maison était inoccupée depuis plusieurs semaines. Alors que nous posions nos bagages et explorions les lieux, Clément, qui s'amusait à ouvrir toutes les portes, s'arrêta devant une qu'il crut d'abord être un placard. Elle était légèrement décalée de l'alignement du mur, comme si elle avait été ouverte récemment. Il appuya sur la poignée et poussa. Derrière, au lieu d'un rangement ou d'un débarras, nous découvrîmes une 4e chambre. L'espace était totalement meublé.
un lit fait avec soin, une commode, une armoire, et même un petit bureau. Une lampe de chevet était allumée, projetant une lumière tamisée sur les murs. Il y avait une légère odeur de parfum dans l'air, un mélange floral et boisé. Ce n'était pas un simple espace inutilisé. Quelqu'un y vivait ou y avait vécu très récemment. Nous nous regardâmes, perplexes. Pourquoi le propriétaire ne nous avait-il pas parlé de cette chambre? Était-elle réservée pour quelqu'un d'autre? Une question encore plus troublante me traversa l'esprit. Et si elle n'était pas censée être découverte? Cette nuit-là, je fus réveillé par un bruit. Au début, ce n'était qu'un murmure à peine perceptible, un léger craquement du bois, comme la vieille maison qui travaillait sous l'effet du froid. Mais très vite, le son devint plus clair, plus distinct. Quelqu'un marchait dans la maison. J'ouvris les yeux, le cœur battant à tout rompre. À travers la porte entr'ouverte de ma chambre, je pouvais voir le couloir faiblement éclairé par la lumière du réverbère extérieur. Une ombre passa furtivement. Mon souffle se coupa net. J'écoutais attentivement. Les pas étaient légers, presque prudents, mais ils n'avaient rien d'un simple bruit de la maison. Quelqu'un se déplaçait réellement. Je me redressai lentement et tendis l'oreille. Les bruits venaient du fond du couloir, de la 4e chambre. Le plancher grinça dans la pièce interdite. Un bruit de tissu froissé. Une présence. « Vous entendez ça » chuchota soudainement Clément, me faisant sursauter. Il s'était redressé dans son lit, tout comme Louise et Nathan, réveillés par les mêmes bruits inquiétants. Nous nous regardâmes dans l'obscurité, cherchant du courage dans nos regards. Puis Adrien, le plus téméraire du groupe, se leva lentement et pointa vers la porte du couloir. « Il y a quelqu'un dans cette chambre » murmura-t-il. Un silence pesant s'abattit sur nous. Puis, soudain, un bruit sec, comme si quelque chose était tombé sur le sol à l'intérieur du 4e chambre. Mon sang se glaça. Adrien avança prudemment et posa la main sur la poignée. Nous étions tous figés, le souffle court, prêts à voir quelque chose d'inexplicable. D'un geste brusque, il ouvrit la porte en grand. La pièce était vide. Aucune silhouette dans l'ombre, aucune présence visible. Mais quelque chose avait changé. Le lit, qui était impeccablement fait quelques heures plus tôt, était maintenant défait, les draps en boule, comme si quelqu'un venait tout juste de s'y allonger. Et l'air était différent, plus lourd, comme si, juste avant que nous entrions, quelqu'un était là. Le matin, une tension sourde pesait sur la maison. Nous avions tous mal dormi, hantés par l'étrange sensation que quelque chose nous observait dans l'obscurité. Personne ne parlait vraiment de la nuit précédente, comme si prononcer les mots à voix haute rendrait l'expérience plus réelle. Après un rapide petit déjeuner, je décidai de retourner dans la 4e chambre. Il fallait que je voie à nouveau cet endroit, que je sois sûr que nous n'avions pas juste imaginé ces bruits. Lorsque j'ouvris la porte, un frisson me parcourut l'échine. Tout était comme nous l'avions laissé. Le lit défait, la pièce baignée dans cette atmosphère oppressante. Pourtant, quelque chose d'étrange m'attira, immédiatement l'œil. Sur la petite table de chevet, près du lit, un téléphone était posé, branché à un chargeur. Un téléphone qui n'était pas à nous. Je restai figé un instant, puis appelai les autres. « C'est à qui, ça » demandai-je, la voix tremblante. Nathan s'approcha, prit le téléphone dans ses mains et appuya sur le bouton d'allumage. L'écran s'éclaira immédiatement. Il n'était pas verrouillé. Un frisson de malaise parcourut notre groupe. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas logique. Pourquoi un téléphone inconnu, appartenant à personne, se chargeait-il dans une pièce où personne n'était censé dormir? Louis s'avança et regarda l'écran. Un frisson la fit reculer d'un pas. Oh mon Dieu! Sur l'écran, une application de messagerie était ouverte. Une conversation inachevée s'affichait sous nos yeux. La dernière phrase envoyée, à 3h42 du matin, nous glaça le sang. Ils ne se sont toujours pas aperçus de ma présence. Le téléphone tomba des mains de Nathan. Nous étions en danger. Quelqu'un avait été ici. Et peut-être était-il encore là. La terreur que nous ressentions était palpable, comme un voile invisible qui nous enserrait, nous empêchant de respirer normalement. Nous restâmes un moment figés, le regard rivé sur le téléphone posé sur la table de chevet. Aucun de nous n'osa parler. Le silence dans la pièce était lourd, presque suffocant. Finalement, Adrien brisa l'immobilité. On doit regarder ce téléphone de plus près. Il faut savoir qui a écrit ce message. Il avait raison. L'idée de ne rien faire était encore plus effrayante que celle de découvrir la vérité. Clément prit le téléphone et commença à fouiller dans les applications. Nous observions en silence,
chacun de nous absorbés par l'inquiétude croissante. Puis, Clément s'arrêta sur la galerie de photos et vidéos. Il parcourut les images sans dire un mot, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui fit se figer le groupe. « Regardez ça !» Il montra l'écran à tout le monde. C'était une vidéo. La date était récente, moins de 24 heures auparavant. Elle avait été prise au milieu de la nuit, pendant que nous dormions. Adrien, les mains tremblantes, appuya sur play. La vidéo commença. Nous y voyions la maison, vue de l'extérieur. Puis, la caméra se déplaça lentement à l'intérieur, traversant le salon, le couloir, jusqu'à arriver devant nos chambres. Le bruit des pas était clairement audible dans la vidéo. C'était le même bruit que celui que nous avions entendu la nuit précédente. Mais ce n'était pas ce qui nous glaça d'effroi. Ce qui nous paralysa, c'était ce qui se passait juste après. La caméra s'arrêta un instant devant la porte de ma chambre. Nous pouvions entendre nos respirations, légères, calmes. Puis, comme un reflet dans le miroir de la chambre, une silhouette debout dans l'ombre, juste derrière nous. Le visage flou, presque invisible, mais une présence indéniable. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla Louise, les yeux écarquillés de terreur. La silhouette dans le miroir bougea. Elle se pencha lentement en avant, fixant la caméra. Un homme. Un étranger. Il nous observait. Et dans un dernier mouvement, il s'éloigna, comme s'il savait que nous étions là. Le téléphone tomba de nos mains, la vidéo continuant de tourner sur le petit écran. Nous avions tous vu la même chose. Nous n'étions pas seuls ici. L'air dans la maison était devenu insupportablement lourd, et nos cœurs battaient à une vitesse frénétique. Chacun de nous savait, au fond, qu'il n'y avait plus aucune sécurité ici. Ce n'était plus une question de curiosité ou de compréhension de ce qui se passait. Nous devions partir. Nous nous précipitâmes hors de la chambre, en silence, comme si le moindre bruit pouvait attirer l'attention de cette présence invisible. Nous retournâmes dans le salon, où nos sacs étaient toujours éparpillés sur le sol, mais aucun de nous ne voulait repartir sans avoir vérifié une dernière fois. « On prend nos affaires et on sort, maintenant », dit Adrien, d'une voix brisée. Mais dès qu'il se dirigea vers la porte d'entrée, un détail nous frappa tous en même temps. Les clés de la maison avaient disparu. J'avais déposé mes clés sur la table de la cuisine, je m'en souvenais clairement. Mais là, il n'y avait plus rien. La porte était verrouillée. Nous essayâmes tous les différents moyens de sortir, mais chaque tentative échouait. C'était comme si la maison elle-même nous retenait prisonniers. « Elles doivent être là », insista Clément, en fouillant la table. Il se leva précipitamment et se dirigea vers la porte arrière. Mais la poignée tourna dans le vide. La porte était maintenant bloquée. Nous étions enfermés. Tout à coup, le téléphone se mit à vibrer. Nous nous figèrent tous. Le même téléphone, celui qui avait appartenu à l'intrus. Il avait commencé à sonner, un appel entrant, un numéro inconnu. Mais, à notre horreur, le nom affiché sur l'écran était celui de El Amphitriao. Qui est-ce ? Souffla Louise, le visage blême. Adrien, bien que réticent, décrocha. Nous attendions tous, le souffle coupé. Un bruit de respiration s'échappa de l'autre côté de la ligne, faible et haletant. Puis un murmure, d'une voix que nous ne reconnaissions pas, mais qui semblait venir de très près. « Vous ne pouvez pas partir. » La ligne se coupa brusquement. Nous restâmes là, pétrifiés, observant le téléphone tomber lentement des mains d'Adrien. Il n'y avait plus de doute, quelque chose dans cette maison nous avait pris au piège. Un dernier bruit résonna. Le grincement lent d'une porte, celle de la 4e chambre. À cet instant, nous entendîmes des pas légers, mais clairs et distincts. Ils venaient de l'intérieur. Et ils se rapprochaient.